Bonsoir et bienvenue à tous sur ASM Foot et ASM Foot Radio. Et non, évidemment, c'est Radio Diagonale avec Damien. Salut. Évidemment. Simple invité, salut. Et vous l'avez peut-être reconnu, donc c'est Michael, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas pu mettre encore de visage sur la voix, voilà. Donc merci à toi Michael d'être avec nous, ça fait très plaisir de te recevoir dans cette émission. Donc Boris également, que vous avez peut-être vu tout à l'heure dans l'émission d'avant-match, enfin dans le petit périscope d'avant-match. Voilà, donc on va revenir sur cette rencontre entre Monaco et Lille, 0-0, match très décevant pour la deuxième journée de Ligue 1 seulement, après le match de Nantes. Tu as vu le match de Nantes, Michael? J'ai vu le match de Nantes. C'était pas bien folichon. Il s'en sort super bien. Et là, malheureusement, il n'y a pas eu le miracle par contre. Non. En tirant qu'une seule fois au but, c'était le penalty, tu peux pas en mettre 3, ça c'est sûr. Voilà. C'était hyper décevant. Match nul dans tous les sens du terme. Et on nous dit déjà Tillmans dehors. Je sens que ça va être le fil rouge de la soirée. On va y revenir parce qu'effectivement sa performance fait débat. Unanimité, pas vraiment du coup, mais il y a unanimité contre lui. On va revenir sur la composition. D'abord Boris, on a un petit peu évoqué dans l'avant-match, mais on va l'évoquer plus en détail. Ouais, Benaglio toujours là, je sais pas trop. On sait pas tellement en fait pourquoi Subasic, est-ce qu'il est juste revenu tard, est-ce qu'il est blessé. Il était l'échauffement. Voilà. Il a fait l'échauffement de Benaglio. Et c'est vrai que je crois qu'un Mandanda par exemple n'a pas non plus repris encore avec l'OM, donc c'est pas forcément une surprise, peut-être qu'on le reverra bientôt. Derrière, on savait qu'il manquait du monde à droite avec Pierre Gabriel et Sidibé qui n'étaient pas aptes, et un Radji aussi qui est malade, qui a une allergie. Voilà, c'était ça. Ça fait 15 jours qu'il a une allergie. Je sais pas, peut-être au gazon, au ballon en cuir. Bon, du coup, il nous restait quand même Almami Touré de apte au service, et finalement, vu le type de joueur qu'il y a en face, c'était peut-être pas plus mal de pas avoir Radji ce soir, parce qu'il aurait peut-être un peu souffert face à la vitesse des ailiers lillois. Après du classique, Glick, Gemerson, Barreca, qui semble s'installer à gauche, en tout cas qui a enchaîné une deuxième titularisation. Un petit peu de bruit, un milieu Aoulou Tillmans, on est repassé du coup à un milieu à 2, un 4-4-2, qui rappelait un peu l'équipe d'il y a 2 ans, plus que l'équipe de l'an dernier. Un Mboula à droite qui avait été préféré à Grand-Cyr, c'était peut-être l'un des débats ou des doutes qu'on pouvait avoir. Ces deux joueurs qui sont vraiment en concurrence aujourd'hui, un Lopez à gauche et enfin, comme on l'a dit avant le match, mais peut-être que finalement on s'est rendu compte que ça marchait pas si bien que ça, enfin le duo Jovetic-Falcao qui avait pas mal animé la semaine aussi médiatiquement. Ouais, c'est vrai que ce duo, du coup, on pourra y revenir ensuite, Michael, mais ce soir il a pas forcément bien fonctionné. C'est pas ce qu'on espérait. Ce soir, ils n'ont pas montré une grande complémentarité. Ce qui est dommage, parce que moi sur le papier, je trouve que ça a vraiment de la gueule, ça peut être vraiment super, mais il faut que ça tourne autour. Il faut que les ailiers fassent preuve de plus d'intelligence que ce qu'ils ont fait là, notamment dans les appels et dans la manière de prendre la largeur. Et il faut qu'ils soient appuyés par au moins un des deux milieux, ce qui n'a pas été le cas, ou qui a été le cas 1 ou 2 fois sur l'ensemble du match. Et effectivement, du coup, on avait un Jovetic qui a joué, tu parles d'un 4-4-2, c'était plus un 4-2-3-1 parce que Jovetic a été très bas par moment. Les 3/4 du temps assez bas. Il venait vraiment chercher les ballons comme un meneur de jeu un peu à l'ancienne. Ce qu'il peut faire parce qu'il a les qualités techniques, mais c'est pas non plus son vrai registre. Cette animation offensive, c'est un peu le premier thème qu'on peut aborder, développer. Tu en parles donc, Michael, justement, animation au niveau des ailiers, pas toujours très intelligente parfois. J'ai envie de dire même, il y avait on a remarqué pas mal de monde au centre en fin de compte. Il y avait, Ronny Lopez aussi avec un rôle un peu flou par moment. Alors il y avait sur les phases défensives, très souvent, notamment sur le dégagement du gardien, Jovetic se retrouvait à gauche. Du coup, Ronny Lopez se retrouvait un peu plus serré avec les deux milieux défensifs, se redonnait presque un 4-3-3, mais c'était pas, comme tu dis, pas très clair. Par contre, dans les phases offensives, ce qui était hyper décevant, alors Lopez est peut-être moins à l'aise à gauche, c'est une chose, on l'a vu bon à droite l'année dernière. Mais c'est surtout les appels de Mboula, moi qui systématiquement, quand il y a eu des percées plein axe, il y a eu en première mi-temps Tillmans et Ronny Lopez qui l'ont fait, il a fait l'appel sur Falcao et donc amené un ou deux défenseurs.
Et du coup, on se retrouvait et d'une part sans solution, et d'autre part le porteur du ballon qui se retrouvait obligé ou de tirer de loin ou de faire de pas avoir le choix. Ouais, je pense beaucoup justement à Lopez. On a vu plusieurs fois dans cette configuration-là, Boris, où il est plein centre, une percée plein centre, mais même d'ailleurs les appels de Falcao, d'ailleurs manquaient de tranchant aussi. Il écartait pas vraiment le jeu. Et là, Rodney Lopez se retrouve sans solution. Donc il y a encore beaucoup de choses à régler. De toute façon, Rodney Lopez, c'est pas forcément une découverte. Il joue sur le côté, mais il a rien du véritable ailier. C'est plus un joueur qui part du côté pour finir dans la surface et qui est presque un ailier buteur, quoi. Comme pas du tout au même niveau, mais comme un Cristiano Ronaldo ou comme pouvait l'être un Keita Baldé l'an dernier. Voilà, c'est pas forcément l'ailier de débordement qui va créer sur son côté. Donc effectivement, ça fait un petit peu d'embouteillage dans l'axe. Et pour compléter sur l'animation offensive un petit peu défaillante, je pense aussi aux latéraux qui n'ont pas forcément beaucoup apporté de soutien. Ouais. Un Barreca qui a été très discret, qui a peut-être fait une percée à un moment en deuxième mi-temps, mais voilà, qui s'est plus appliqué, on va dire, dans ce rôle défensif. Almami Touré plus ou moins la même chose, avec pas mal de nonchalance. Donc voilà, c'est pas des joueurs qui ont beaucoup débordé, qui ont beaucoup proposé, qui ont beaucoup combiné, et ça a pas aidé non plus le quatuor offensif qui n'était pas hyper inspiré. Je pense qu'ils n'avaient pas la capacité physique, les latéraux, de faire. Barreca, il a eu une préparation tronquée. Ouais. C'était même une surprise de le retrouver titulaire, une demi-surprise de le retrouver titulaire à Nantes. Et Touré, il était absent à Nantes, il était blessé, donc il revient de blessure, même si on est qu'en début de saison. Ils n'avaient pas la capacité physique, je pense, d'apporter, en tout cas de faire des allers-retours. Et comme tu dis, il y avait un gros problème d'apport parce qu'au bout d'un quart d'heure, peut-être 20 minutes, on avait une équipe coupée en deux, avec Aoulou très collé à ses défenses, les quatre devant, et Tielemans qui errait entre les deux lignes, sans pour autant prendre la responsabilité de prendre le ballon, de demander le ballon, en tout cas dans un premier temps. Et c'est peut-être ça, si on va faire un débat sur Tielemans, c'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher le plus. Il peut y avoir un tas de circonstances atténuantes d'un point de vue physique, mais il ne prend pas sa responsabilité dans une équipe où on lui a fait la place en se séparant de Moutinho, parce que c'était quand même aussi censé être le successeur de Moutinho. Donc, ne pleure pas, Damien. Il faut dire les choses comme elles sont. On peut reprocher énormément de choses à Moutinho, il ne se planquait pas trop, en tout cas pas beaucoup. Voilà. Et Tielemans, je trouve que justement, il était très absent de la construction du jeu. Ce qui nous a obligés à beaucoup allonger et à envoyer Jovetic et Falcao au charbon avec des défenseurs très athlétiques, et ils ont pris pas mal de... Ah bah ils ont pris pas plus de coups que de ballons. Voilà. D'ailleurs, on remarque en plus c'est un problème, on l'a vu aussi l'an dernier, mais on est très très mauvais sur les duels aériens. Je suis pas sûr qu'on en ait gagné beaucoup. On n'a pas de stats pour étayer ça, mais c'est une sensation offensif en tout cas. Et défensif. Alors on enlève sur les 6 défenseurs. On prend les 2 milieux défensifs, on incorpore sur les 6 défenseurs, il y en a 2 qui sont bons de la tête. C'est problématique. Barreca, il en prend pas bon de la tête. Aoulou, il en prend aucun. Tielemans, j'en parle pas parce que il y va même pas à la tête. Touré, c'est mezzu. Et les 2 derrière, ils vont au charbon, on les connaît. Mais ça peut être un gros problème en Ligue 1. On a des équipes qui font... Alors, Kick and Rush, ça n'existe plus, mais on en a des équipes en Ligue 1 qui ont juste le grand devant et qui balancent. On a eu ça à l'époque aussi. On a eu ça aussi à l'époque. L'époque sombre aussi. Mais voilà, le fait est que ça peut être un sujet d'inquiétude et un sujet de réflexion pour les dirigeants, parce qu'il reste 2 semaines de mercato, et cette équipe a besoin d'être renforcée. Ouais, clairement, il y a des manques encore dans cette équipe. Maintenant, est-ce que ça va être le cas? L'équipe est faite. L'équipe est faite, d'après. C'est ce qu'a dit Vadim. Mais oui, non, il y a encore beaucoup d'ajustements à faire. On va évoquer aussi justement déjà Tielemans, puisque c'est le deuxième thème qu'on a choisi d'analyser ce soir, notamment sa performance depuis quelques matchs, depuis qu'il est arrivé même. Il a pas beaucoup joué, mais voilà, cette saison il a pas l'air de progresser énormément. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut encore laisser sa chance à Tielemans? De toute façon, vu l'état de l'effectif, j'ai du mal à voir qui va prendre sa place en fait. De toute façon, je pense que il va forcément jouer, à part vraiment à rester catastrophique pendant plusieurs semaines. Mais voilà, comme tu le disais, on a fait la place, on a vendu Moutinho. Derrière, il reste Pelé, il reste Aïd Benasser, il reste Endoran. Donc
en plus c'est vraiment sur des profils de joueurs un peu plus défensifs, donc on perd le côté un peu le binôme 6-8, mais en vrai 8 on a le Tillmans. Peut-être que Golovin pourra jouer dans ce poste-là éventuellement, même si il m'a l'air plutôt à avoir vocation à jouer un peu plus haut, mais de toute façon là pour quelques semaines on l'a pas. Pour l'instant Tillmans c'est là, et pour l'instant il est toujours pas bon, quel que soit le poste. Il a joué 10 il avait commencé 10 en tout cas au Trophée des Champions. Il est bridé par Jardim. C'était pas bon. Il joue 8, il joue comme dans un double pivot, c'est pas bon. Est-ce qu'il est vraiment capable de jouer que dans un 4-3-3 à pointe basse? Ça serait problématique parce qu'on n'est pas forcément parti pour. À pointe basse, il faut défendre. Pour jouer comme ça. Non, mais lui, il jouerait pas à la pointe basse, mais il jouerait avec 2-8. La mi-temps à Nantes, ça a été catastrophique. Donc, je sais pas. Voilà, il y a un problème effectivement, je pense, d'interprétation du rôle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Est-ce que les consignes sont claires et c'est lui qui les applique pas, ou est-ce que Jardim sait pas trop non plus comment l'utiliser? Au-delà de ça, il y a aussi quand il a le ballon, une fois sur deux, c'est catastrophique. Il y a des passes en touche, il y a des ballons perdus. Quand il a un peu de champ devant lui, ça va à peu près. En général, dès qu'il est pressé, le ballon est perdu. Et puis parfois, l'action d'après, il va réussir à le récupérer. Donc voilà, il est dur à lire, mais c'est pas un joueur décisif. Aujourd'hui, le patron au milieu, c'était plutôt Aoulou entre les deux. Pas forcément ce à quoi on s'attendait. Donc c'est toujours pas ça. Les coups de pied arrêtés, c'est pas très bon, voire pas bon du tout. À un moment, il fait une bonne petite percée, je pense, en deuxième mi-temps, et il conclut par une frappe dans les pesages. Il y a 2 frappes, je crois, de loin qui tentent en première période. On n'y est toujours pas, avec ce joueur. Les frappes de loin, même d'ailleurs, c'est ce qui faisait a priori une de ses forces. On l'a encore jamais vu. Non, et puis ce qu'on nous a vendu, on l'a pas. Est-ce que ce problème d'adaptation, de coach, de positionnement, ça on ne sait pas, on ne saura peut-être jamais. Problème physique, j'en sais rien. On l'a pas, ce qu'on nous a vendu, on l'a pas. Le joueur intelligent, le facteur X au milieu de terrain, capable d'orienter à droite, à gauche. J'ai pas vu une seule transversale de Tillmans, alors qu'on avait des situations, notamment en fin de match. Après, il était peut-être fatigué, mais Diop a été scellé pendant un bon petit moment. C'est celle que je voulais évoquer, effectivement. Il a remonté le ballon ça vient pas. On la voit et ça vient pas. Après, physiquement, l'ensemble de l'équipe est pas prête. C'est peut-être normal à ce niveau-là de la saison. Je sais pas. À ce point-là, moi, ça m'inquiète parce qu'au bout de 20 minutes, on a des joueurs qui ont les mains sur les hanches. Quand on joue contre une équipe comme Lille, qui est pas non plus la plus, c'est pas contre eux qu'on va le plus courir, on va dire. Non, a priori. Voilà. Donc c'est bizarre. C'est un ensemble de choses qui sont bizarres et qui peuvent être inquiétantes, parce que quand on dit que l'équipe est faite, quand on dit que certaines choses, après voilà, Jardim il a été clair, il a dit le mois d'août va être difficile. Ok, mais il faudrait qu'on voit quelque chose quand même. Je veux dire, en termes d'animation offensive, on ne voit pas grand-chose. Les 4 de devant, ils se sont très peu trouvés. Quand Grand Cyr est rentré, ça a été un peu mieux, mais il n'y a pas eu d'enchaînement, on va dire, de combinaison. Et pourtant, la défense de Lille, elle était largement prenable. On a eu des situations qu'on a très mal jouées. En deuxième période, Lille a pas mal baissé, notamment en intensité. Ils ont eu pas mal de contres dangereux en première période, mais en deuxième période, ils n'ont pas eu énormément de choses à se mettre sous la dent. Les 5 dernières minutes, on a un peu eu peur. Mais globalement, c'est vrai qu'on les a pas trop vus sur la seconde période. Ils étaient assez désorganisés aussi sur leur transition offensive, donc il y avait peut-être matière à faire mieux, mais on a l'impression qu'on n'a pas la recette aujourd'hui avec les transitions, justement, ce qui fait la force de cette équipe. Est-ce que on n'est pas un peu à la limite, peut-être, du système de Jardim? Il y a l'idée d'avoir une transition, d'avoir des joueurs qui vont vite devant, c'est très bien. Ok, il y a une idée. Tu joues avec Falcao et Jovetic devant, ça va pas vite. Non. Voilà. Quand tu joues avec Ronny Lopez et Yamboula sur les côtés, les coups sont pas bien joués, il faut dire ce qu'on est. Ronny Lopez fait une super saison d'un point de vue statistique l'année dernière. En termes de QI foot, si on peut parler de ça, il va tout droit, il a des comptes favorables et il a failli marquer comme ça encore ce soir. Mais Mboula, il fait aucun appel qui est à la fois tranchant et bien senti. Il n'y a aucun faux appel ni de l'un ni de l'autre. Donc l'idée d'avoir des transitions rapides, elle n'existe plus quoi. Alors, on n'y est plus. Donc on a eu quelques ballons en profondeur pour Grand Cyr en fin de match. On va les mettre
moi plus sur le compte de la fraîcheur de Grand Cyr et de la fatigue de Lille, plus que sur la philosophie de jeu, on va dire. Sur l'idée. Au final, c'était presque trop stéréotypé à un moment. C'est-à-dire que ça marchait une fois, ça marchait 2 fois, il est passé, il a centré. À un moment donné, on a l'impression que c'était presque le seul plan de jeu. En fait, c'était avoir le ballon, essayer de trouver à un moment donné Grand Cyr à droite pour qu'il la mette dans la boîte. C'est un peu le problème du système des fois Jardim, c'est-à-dire que on sait qu'il est obsédé par l'idée de centrer, d'apporter le danger vraiment devant la cage, mais du coup c'est même parfois, je vais pas dire risible, au point que quand il y a une possibilité peut-être à l'entrée de la surface déjà de frapper au but ou de faire autre chose, on écarte pour apporter un centre. On a clairement pas assez frappé ce soir. On n'a pas assez frappé au but. Le seul arrêt de Maignan, c'est le penalty. Le seul arrêt de Maignan, il faudrait en parler du penalty, parce que cette analyse-là pourrait être différente si Falcao le tire pas comme ça et le rate pas aussi grossièrement, parce qu'il est complètement foiré ce penalty. C'est le problème C'est pas le premier. C'est incroyable parce que c'est pas un excellent tireur. C'est un tueur devant les cages, devant le gardien. Et c'est pas un bon tir de penalty. Pourtant, je sais plus. Je crois que j'avais lu que Falcao était très bon dans l'exercice, mais c'est juste plus une question de choix, j'ai l'impression, parce que quand il s'applique à bien les tirer, ils sont comme Fabinho, ils sont inarrêtables. Mais c'est juste que des fois, ratés avec nous, ils sont ratés grossièrement. C'est ça. À Manchester, donc c'est ça. Il le tire tout doucement. Là, ce soir, il tire sur le gardien. L'autre, il va du bon côté, mais il la bloque, quoi. C'est dire si c'est mal tiré. Après, il s'est passé énormément de temps entre le moment où ils ont sifflé penalty, où il a pris le ballon dans les mains, il a commencé à rentrer dans sa bulle, sa concentration, et le moment où il a tiré, il s'est passé au moins 4 minutes. Moi, ce que j'ai vu, 4 minutes. Les 2 minutes d'arrêt de jeu derrière, c'est risible. Mais bon, peut-être que ça nous va bien parce que c'était un match à pas perdre aussi. Mais il s'est passé énormément de temps et c'est vrai que c'est pas génial. L'arbitre a pas su se faire respecter parce qu'ils se sont mis à 3 Lillois autour de Falcao. Il les a repoussés, il a mis du temps. Il y a le gardien qui est venu. Donc l'arbitre s'est pas fait respecter. Il a pu sortir de sa concentration et tout. Mais ce qu'on demande à un joueur, surtout dans une équipe jeune, à un joueur aussi expérimenté, qui est le capitaine, qui est l'exemple, qui est le top salaire, qui est la grande star. Ce qu'on lui demande, c'est justement de pouvoir aller au-delà d'un problème de concentration qu'on aurait pu comprendre et expliquer. La deuxième journée de Ligue 1, c'est pas non plus la pression. Non, et puis il peut y avoir de la fatigue aussi, parce que c'est un joueur, il y a une semaine, l'entraîneur dit qu'il avait 25 minutes dans les jambes. C'est étonnant qu'il ait fait 90 minutes aujourd'hui. C'est le scénario du match qui fait, comme on a dit. Ouais, mais j'étais surpris de voir Jovetic qui était quand même plus mobile et plus. Je me suis posé la question aussi, mais c'est marrant parce que tu parlais des joueurs lillois qui se sont attroupés au moment du penalty. J'ai l'impression que ça devient un peu une tendance, ça, d'essayer de faire perdre du temps, d'essayer de faire durer ce moment-là. Au-delà il y a toujours eu ce jeu un petit peu de contestation, etc. Mais alors là, je digresse complètement. J'avais lu une étude qui expliquait que justement le taux de réussite des penalties chute avec plus le temps passe. En fait, entre 0 secondes et 120 secondes, ça n'a pas vraiment d'incidence. Le taux reste stable. Dès qu'on dépasse les 120 secondes, ça chute comme ça. Et effectivement, là, j'ai pas chronométré, mais j'ai trouvé aussi que ça durait un petit moment. Il s'est passé entre 3 et 4 minutes, c'est sûr. Et ça, on n'aime jamais quand il y a des cas comme ça. C'est trop long, c'est pas bon. Il y a forcément, c'est énormément de concentration, le penalty, parce qu'un joueur, il met le ballon où il veut à ce niveau-là de professionnalisme. À l'entraînement, il le met à ça du poteau. Mais il y a cette concentration qui est importante. C'est quand même regrettable de l'avoir raté. C'est un fait de jeu qui a changé la tournure de cette rencontre. Enfin, en tout cas, quand il y a eu le penalty, on s'est regardé tous les deux, on s'est dit on va prendre parce que c'est comme ça qu'on gagne un match. Voilà. Parce qu'au-delà comme on disait, match un peu décevant, animation offensive décevante, etc. Mais en fait, mine de rien, c'est des matchs avec Jardim, on en a toujours quelques-uns, à part peut-être l'année du titre. Des matchs comme ça, on en voit tous les ans en fait, finalement avec Jardim. Donc pour moi, on est dans une espèce de continuité. Je vois pas forcément un énorme écart avec la moyenne, on va dire, de la saison passée. Si on peut compléter du coup le focus sur Falcao, donc qui rate ce penalty, mais il y a aussi 2 têtes qui passent à côté. Alors la première est peut-être un peu plus difficile, un peu plus. C'est un centre très fort de Lopez. Sur la gauche. Le centre est très fort, il est un poil haut. Et celle sur corner, par contre, il est quand même super isolé. Et là, celle-là, il est très loin des cages. Celle-là. Il y en a une troisième aussi où il la prend à peine du bout et il enlève un peu même derrière. Il enlève derrière. C'est ça. Donc il enlève derrière. Pas un grand soir pour Falcao. Non, clairement, c'est pas. C'est peut-être la pression d'Alvaro Negredo. C'est ça. On nous le dit. C'est Rome qui nous dit, celle qui pique à Diop. C'est Diop qui était juste derrière. Donc en plus, je fais la réflexion.
Il aurait pu lui parler, et puis non, en fait, le gamin de 17 ans, il va pas dire à Falcao au bout de 2 matchs, il la laisse. Quoi. Non, mais c'est vrai qu'après, comme je disais, c'est normal qu'il la joue, même s'il gêne, s'il enlève à Diop, c'est normal, c'est un attaquant. Lui, c'est pas qu'il y a Diop derrière lui, c'est à Diop de lui parler, effectivement. Diop fait 1m50, je sais pas de la tête. Avec les cheveux, ça va gagner un peu, 60, allez, ça gagne 10 cm, mais c'est une grande Mais donc, Falcao, très, très décevant ce soir. On va pas le mettre dans les flops parce que on peut le mettre dans les flops quand même avec Tillmans. De toute façon, dans le jeu, Falcao, c'est jamais trop transcendant. Comme d'habitude, Falcao qui marque pas, c'est un Falcao qu'on met à 4 difficile qui est difficile à évaluer. Bon, là, c'est vrai qu'il y a ce penalty raté. Voilà, maintenant, c'est inquiet. Bon, c'était déjà lui qui l'a tiré l'an dernier, mais comme il a été blessé pas mal, il y avait Fabinho. S'il y en a une dizaine à tirer cette année, il faut espérer qu'il soit quand même sur un bon ratio, parce que ce serait dommage d'en laisser trop. C'est beaucoup, j'aimerais bien. Mais je crois que l'année du titre, on en avait pas l'OL. L'année du titre, on attaquait tellement. J'avais plus donné de la tête. D'ailleurs, je me faisais cette remarque aussi pendant le match. Et en plus, Mendy, on a parlé récemment à propos de quand il a eu quelques mots sur Jardim. Il me disait, on était avec lui, on est rentré sur le terrain, on était des morts de faim, parce que c'est quelqu'un qui nous conditionne un peu à ça avant les matchs. Il tape dans les mains. Et là, tu vous entends que le message passe pas encore alors. Que le message passe pas encore, mais surtout, même l'année dernière, je comprends pas. On voyait la différence l'année du titre où on attaquait le match, c'est vrai, pied au plancher. Souvent, on marquait assez vite d'ailleurs. De l'ère Jardim, c'est la seule année. C'est la seule année. C'est ça qui est étrange. C'est plus c'est pas la norme justement, quoi. C'est l'exception plus que la règle, je pense. Je l'ai dit souvent sur les débriefs d'ASM Foot. Je comprenais pas les entames de mi-temps avec Jardim les 2 premières saisons. Je comprenais pas pourquoi, et ça se vérifie là sur les 2 premiers matchs de la saison. À Nantes, pendant 10 minutes, on ne voit pas le jour, ou un quart d'heure. Là, ce soir, alors qu'il nous avait promis que Galtier allait pas avoir le ballon pendant un quart d'heure, c'est eux qui ont le ballon. En possession sur le match, on est à 46 contre 54. Contre une équipe de Galtier, c'est contre une équipe de Galtier. Et en plus, qui a montré plus de mouvements, d'échanges que nous en plus. Et puis d'agressivité. Nos attaquants avaient quand même beaucoup moins de place pour poser le ballon, se retourner, même rater le contrôle et récupérer derrière. Ce que faisaient les attaquants lillois qui l'ont fait un paquet de fois. Parce qu'on a gros problème, c'est qu'on a défendu loin. Alors, problème de placement, problème de complémentarité peut-être avec les milieux, mais même les latéraux, un Barreca, j'ai trouvé qu'il défendait à chaque fois très loin de son. Il défend, même Nantes aussi, déjà, il était très loin. Voilà. Problème. Alors, ils ont bénéfice du doute pour eux. On va voir avec la saison. Là, on parle d'un match, on arrête un jugement sur un match. Il a une manière de défendre qui est étonnante pour un défenseur italien. Voilà, qui vient effectivement de ça d'Italie. C'est pas la culture du duel, on va dire. Ah non, je pense qu'il va prendre plus Fabio Grosso que Paolo Maldini. Il devait prendre quelques tartes par Raggi à l'entraînement, je pense. Bientôt Barreca. Raggi qui n'aura pas de mal à retrouver une place de titulaire. Au mois d'octobre, Raggi sera titulaire. C'est sûr qu'il va être titulaire à un poste ou à un autre, droite, à gauche. Ouais, sur les distances de marquage, moi ça m'a marqué aussi sur Benzia, que j'ai souvent trouvé dans l'axe avec beaucoup de mètres pour avancer, et les joueurs formaient un espèce de carré autour de lui où il le cadrait, mais personne n'allait vraiment sur lui. Il y a un gros problème de protection de la charnière centrale. Ça, alors évident. Que Benzia, c'était le jeu. S'il y avait un joueur à surveiller à Lille, un joueur un peu créatif, qui faisait un peu des passes, qui était capable d'inventer quelque chose, c'était lui. Il a fait plutôt un bon match. T'es pas forcément mécontent quand il est sorti, et on lui a laissé souvent beaucoup d'espace. Mais le complémentarité entre Aoulou et Tillmans, on l'a pas vu. Non, et surtout ils n'ont pas les deux le volume suffisant pour jouer dans un 4-4-2 comme ça en tous les cas. Aoulou, il a visiblement une marge de progression. Il a pas mal de défauts pour l'instant dans sa manière dans son placement, où il se fait un petit peu embarquer. Quand il y a 1-2, en général il se livre, souvent. Il récupère des ballons, il en perd pas mal, et à côté de lui il n'a pas le deuxième 6 qui va apporter une certaine sérénité, qui va aller au charbon et qui va récupérer des ballons, qui va prendre des ballons de la tête, qui va faire du ménage, qui va faire des fautes. Et voilà. C'est à ce niveau-là qu'effectivement, un Benzia, il a eu pas mal d'espace, il a eu les situations où il a frappé au but, c'est parce qu'il avait le temps de voir les solutions autour de lui, de se la pousser, de frapper. Parce que si les défenseurs centraux sortent, l'attaquant se retrouvait tout seul, et que voilà, bon bref. Il y a un problème d'équilibre, et qu'une équipe un peu coupée en deux, et ces deux milieux défensifs qui n'ont pas fait qui n'ont pas verrouillé l'axe du terrain, quoi. L'axe devant la défense. C'est pas à Glick et à Jemerson de sortir sur le milieu de terrain, sur le porteur de ballon. Eux, ils sont là pour finir la défense. Et devant, il faut que ce soit verrouillé. Et ça n'a pas été le cas. Et on peut reprendre les années précédentes à Monaco sans forcément se focaliser sur l'année du titre avec Bakayoko et Fabinho qui faisaient très bien. Les années précédentes, on avait un Toulalan qui était là, qui prenait énormément de place autour de lui.
voilà, les années où ça fonctionne, on a un 6 ou un duo qui sécurise vraiment la défense centrale. Et les défenses centrales ne doivent pas se retrouver en 1 contre 1, ne doivent pas se retrouver avec systématiquement des joueurs qui plongent dans leur dos. C'est vrai qu'en plus, tu parlais de cette tendance Fabinho-Bakayoko, en plus, malgré la qualité à la récupération, c'était des joueurs capables de casser des lignes des fois aussi. Fabinho qui était capable de casser les lignes par la passe principalement, et Bakayoko plus par un petit rush des fois qui lui permettait de gagner quelques mètres Mais Aoulou semble avoir ça, mais il le montre pas encore avec constance. Mais je pense que Tillmans aussi il est capable de le faire. Les deux ont ce profil un peu de pouvoir perforer des défenses. Le problème c'est la récupération surtout encore. Le problème c'est la récupération. Et le problème, je pense qu'il est physique aussi, parce que si Aoulou, tu as dit qu'il n'a pas fait encore, je pense qu'il n'a pas encore le volume pour le faire. J'espère qu'il va l'avoir. Et Tillmans, il a les qualités techniques pour le faire. Après, j'espère qu'à un moment donné, il va arrêter de traîner toute la famille derrière lui, parce qu'il manque d'explosivité, il lui manque ce truc-là encore. Aoulou, j'ai trouvé qu'il avait quand même de la personnalité et il prenait ses responsabilités assez souvent. Arnaud dit Moutinho manque aussi, je suis bien d'accord. Mais oui, parce que même si c'était pas une brute physique, il avait tellement d'intelligence dans le jeu, dans le placement, et il était dur au mal quand même. Donc lui aussi, il participait. Il participait aussi à protéger. Il disait qu'il courait pas. Je sais pas si tu te souviens, Azerty. Non, il sprintait pas. Il sprinte pas, mais il trottine. Il avait un gros volume de jeu. C'est pas du tout Tillmans. Non, mais voilà, c'était quand même un mec un peu fiable au milieu du terrain. Tu savais il allait pas tenir le milieu tout seul, mais voilà, c'était quand même assez fiable à un moment donné. Là aujourd'hui, on est presque dans l'inconnu, quoi. On a un milieu de terrain, on lance. C'est pas qu'on lance la pièce en l'air, mais pas loin, quoi, parce qu'on a un Aoulou qu'on n'a jamais vu à ce niveau-là de compétition, qui débarque de Strasbourg, qui a une bonne saison de Ligue 1 dans les pattes, et Tillmans qui pour l'instant, l'un dans l'autre, au final, l'a montré qu'en Jupiler League, ou je sais plus comment ça s'appelle. Il n'a pas été forcément mauvais sur ses entrées à la Coupe du Monde, mais voilà, c'était dans des contextes, plutôt dans des matchs qui comptaient pas trop, ou à des moments qui comptaient pas forcément non plus, quoi. Mais c'est vrai que ce milieu de terrain, il manque encore d'un élément stabilisateur. On ne voit pas arriver Fabinho. On semble pas avoir dans l'effectif. Oui, c'est ça le problème, effectivement. Il ne semble pas chercher non plus. Aïd Benasser, qu'on avait quand même recruté, prêté 2 ans, qui a fait 2 ans en Ligue 1. On l'a pas vu jouer, mais il pourrait éventuellement avoir ce profil-là. Je pense que Jardim lui fait pas confiance, parce que sinon on l'aurait déjà vu au moins faire des apparitions, ne serait-ce qu'en amical. Endoran, il est là, mais c'est pas lui qui va être le titulaire sur une saison avec une Ligue des Champions. Et derrière, on a Pelé, le mal nommé Pelé visiblement. Donc voilà, c'est quand même. Il manque quelque chose. Après, voilà, ça va être une question de système et d'équilibre. Pour l'instant, Jardim n'a pas encore ce système et cet équilibre. Il lui manque un Golovin qui peut être une pièce importante dans ce système, dans l'équilibre. Mais le 4-2-3-1, le 4-4-2, 4-3-3, ça va être intéressant de voir dans quel système on va jouer la semaine prochaine. Est-ce qu'on va garder les 2 attaquants, mais à ce moment-là, il va falloir renforcer la récupération au détriment de Tillmans. Est-ce qu'on va regarder Tillmans, à ce moment-là, on va jouer avec un seul attaquant qui risque de se retrouver hyper isolé parce que l'attaquant sera forcément Falcao et que seul en pointe, on sait que ça marche pas. C'est pour ça que moi, je rebondis sur un truc qu'on a dit au début, la paire Jovetic-Falcao, ça marche pas forcément. Moi, je tempérerais un peu dans le sens où je trouve pas que ça marche forcément moins bien que quand ils sont séparés non plus. Parce que Falcao tout seul, ça a jamais marché. Jovetic tout seul, à la limite, ça a pas été si mauvais la saison dernière, j'ai trouvé. Il y a eu quand même une période avec Ronny Lopez, ils marchaient pas mal tous les deux. Mais ouais, ce soir, ils ont pas eu trop de connexion, mais en fait, l'un comme l'autre, ont pas trop touché de ballon finalement. Moi, j'ai trouvé dans le match. Donc, c'est pas tellement qu'ils se trouvaient pas entre eux, c'est que déjà, on les trouvait pas à la base. Donc, Falcao, après, on connaît son style de jeu. Je pense que l'adaptation est peut-être plus du côté de Jovetic et des joueurs autour. Et puis, pour finir sur le milieu, je pense que, à mon avis, c'est pas du tout à exclure que Jardim attende vraiment et ait vraiment en tête une espèce d'association Aoulou, Golovin, Tillmans, qui sur le papier est pas forcément dégueulasse, mais voilà, ça dépendra de quand Golovin sera disponible. Peut-être que Tillmans, avec un joueur vraiment créatif et avec pas mal de talent à côté, sera plus à l'aise. Mais voilà, en attendant, pour l'instant, faut bricoler. Ouais, à mon avis, à Bordeaux, je serais pas du tout surpris qu'on perde un des 2 attaquants. Et plutôt Jovetic, a priori. Oui, c'est défensivement, parce que défensivement, on est quand même. Et bon, la question, c'est qui on va rajouter au milieu. Ça risque peut-être d'être un Diop, à mon avis, plutôt. Diop. Jardim a l'air d'apprécier Diop, en tout cas. C'est pas comme ça que tu vas vraiment renforcer, à mon avis,
défensivement. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai vu découvert à Nantes, parce que j'avais pas vu les matchs précédents. Je l'ai trouvé très bien. Le premier quart d'heure à Nantes où on n'a pas vu on n'a pas vu le jour pendant un quart d'heure, 20 minutes au début du match. C'est le seul qui avait le souci de poser le ballon à terre. Il est bon avec le ballon, mais j'ai un peu peur. Il est fragile. Il m'a l'air un peu frêle. Il est très frêle. Est-ce qu'il a fini vraiment sa formation d'un point de vue tactique, compréhension du jeu? Peut-être pas. Tu achètes des joueurs de 17 ans, c'est normal, il n'y en a pas beaucoup qui sont formés comme Pellegrini ou Goebbels. Même Mbappé, on l'a vu qu'en 6 mois il a énormément progressé, mais quand il a vraiment démarré son première apparition, on voyait que c'était frêle encore, bien sûr, c'était fragile. Mais c'est normal. C'est normal, et si on s'oriente vers ça, il faut avoir une équipe qui joue au foot, qui a le ballon, qui fait pas que défendre. Mais c'est ça que je voulais souligner justement, sans faire une fixette dessus bien sûr, mais sur l'absence, le départ de Moutinho, même si on peut mettre aussi Fabinho dedans. Non, mais c'est ce que tu disais, c'est que Diop a eu ce souci de poser le ballon. C'est ce qui manque, un élément au milieu qui stabilise parce qu'il te permet de garder le ballon, de faire tourner, d'équilibrer. Et ça, effectivement, pour l'instant, Tielemans c'est plutôt un joueur qui veut aller vite de l'avant, donc qui pourrait C'est-à-dire que le bon Tielemans ne ferait pas ça, c'est pas a priori son style. Il rentrerait dans l'idée de Jardim de se projeter vite vers l'avant, mais c'est pas un joueur qui te permettrait de faire tourner, de récupérer, de replacer le bloc. C'est à ça que ça sert aussi. Il y a eu plusieurs parts de balles de la part des 2-6, pour les comme ça, de se débarrasser du ballon, de ne pas avoir ce souci-là de construire. Mais c'est aussi, alors là, autant je les ai un peu critiqués, autant je vais les défendre, c'est aussi dû, je pense, aux solutions qu'il y avait devant eux. C'est-à-dire qu'on sait que Falcao, il va pas faire des appels dans tous les sens, mais s'il y a un ballon dans la surface, il doit être là. Jovetic, il décrochait, mais les deux sur le côté, j'ai trouvé que les appels, il n'y avait pas de bons appels. J'ai pas vu un appel croisé, j'ai pas vu ce truc-là de dire je fais le faux appel pour la profondeur, je viens la demander dans les pieds, puis j'oriente différemment. Et à chaque fois que l'appel en profondeur était fait, je pense à Mboula notamment, pendant quasiment 1 heure, c'était vers le but et pas en mangeant la ligne. Et c'est sûr que du coup il y a une précipitation quand on a devant des joueurs qui partent, on a tendance à leur donner le ballon rapidement. Et donc voilà, il y a eu ces pertes de balles. Donc on parle de Moutinho, c'est vrai que lui il a un autre parcours que ces joueurs-là. Donc derrière, il a quand même 10 ans, 12 ans de très très haut niveau derrière lui. Donc il a cette expérience. Mais actuellement, c'est sûr que quand on avait ces ballons-là face au jeu au milieu de terrain, les solutions n'existaient pas forcément. Et le peu de fois on a réussi à combiner, on s'est retrouvé dans des situations intéressantes où derrière on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais effectivement, dans la construction, il n'y a pas de finesse tactique, on va dire. On peut faire quelques prestations individuelles. On a mis, je pense qu'unanimement, on a 2 flops ce soir entre Tielemans et Falcao. J'aurais bien envie d'en rajouter un 3e, ce serait Mboula, j'en parlais justement. C'est un joueur, on voit, il manque encore de maturité tactique principalement, et physique aussi, et même. Je pense, oui, il a du ballon, mais techniquement, ça s'est pas beaucoup vu quand même. Des contrôles un peu ratés, il se précipite un peu. Et puis on voit qu'il est très rapide quand il attaque. Quand il défend, j'ai l'impression qu'il va pas beaucoup plus vite que Radji. Des fois, j'ai l'impression qu'il pense pas vraiment avec sa tête. Mais c'est ça, c'est le problème de cuivre dont on a parlé au début. Comme dirait Christophe, petit poulet sans tête. Futur Ocampos. Ouais, j'espère pas parce que. C'est dommage parce que Jardim lui fait confiance. Alors que Grand Cyr montre des choses intéressantes au même poste et que Lopez peut postuler jouer à droite aussi, et je trouve qu'il se dépouille pas et c'est dommage. Alors il a l'air d'avoir 20 minutes dans les jambes, mais ça s'explique pas non plus. Il a 20 ans, il a fait la préparation en entier, je comprends pas qu'il puisse pas faire des allers-retours pendant au moins 1 heure, quoi. Donc c'est décevant. Et il n'a pas un gros souci à venir aider son défenseur. On n'aime pas Touré, mais il s'est quand même retrouvé bien livré à lui-même plusieurs fois. Et Mboula faisait pas cet effort-là. Donc, déjà à Nantes, il le faisait pas. À Nantes, il l'a pas fait. Aussi. Gabriel était un peu isolé aussi. Pour l'instant, je pense qu'Mboula, il a tout de l'ailier plutôt qui va rentrer, comme tu dis, il a 20 minutes dans les jambes, mais justement qui va rentrer à la 70e dans un match un peu bloqué pour essayer de tenter un truc, de mettre un peu le turbin et Grand Cyr, c'est un peu le même topo. On en parle. Dans l'esprit de Jardim, c'est Grand Cyr, ça. Ouais. Pour moi, ça me semblerait plus logique que ça soit le contraire entre les deux. Mais de manière générale, le plus logique, ce serait surtout les deux devraient être des jokers en fait. Grand Cyr comme Mboula chez nous. C'est pas normal pour moi que les deux soient en concurrence pour une place de titulaire. C'est des garçons qui au haut niveau n'ont quasiment rien prouvé. Grand Cyr a 1 saison correcte de Ligue 1 à 3.
ça vaut quand même pas grand chose au niveau auquel on prétend évoluer. Il n'a pas été bon en plus toute la saison. Ouais, en plus, il a même pas une saison complète. C'est juste, 3 était tellement médiocre que lui est ressorti par le haut parce que c'était un de ceux qui surnageait. Non, mais il a des qualités, mais ça devrait être le joueur sur le banc qui rentre à la 60-70e comme il l'a fait ce soir. Sauf que le titulaire, du coup, ça devrait pas être Jordi Mboula. On devrait avoir deux joueurs. J'étais pas forcément le plus grand fan de Keita Baldé, pareil sur son intelligence de jeu, etc. C'était quand même un joueur un peu plus consistant et qui avait aussi quelques qualités, notamment statistiques, un peu à la Ronny Lopez. Je suis pas loin de le penser aussi, mais moi je suis très content que Keita Baldé soit parti. Oui, pareil. Mais effectivement, dans une équipe qui il faudrait le remplacer. Dans une équipe qui joue officiellement le podium, qui joue officiellement sortir de la phase de poule de la Ligue des Champions, alors qu'on va être dans le chapeau 3. Ouais. Grand Cyr et Mboula n'ont pas une place, ne peuvent pas être titulaires. Il peut toujours y avoir des surprises qui sortent du chapeau comme ça. Comme Bernardo, mais bon. Comme Bernardo, comme Lemar, parce que Lemar, on n'oublie pas que dans le tour préliminaire, il n'était pas qualifié dans la liste qu'avait donné Monaco, c'était Balouli. Et que ça avait, non mais j'ai oublié Balouli. Voilà, mais derrière, Lemar avait su prendre sa chance et gagner sa place. Ouais. Ils avaient gagné leur place. Ils avaient gagné comme Lemar, ils n'ont pas démarré. Après, ça ressemble à ce que fait Jardim. Jardim, les nouveaux, il faut qu'ils gagnent leur place. Mboula est pas nouveau, il est là, il joue. Grand Cyr est nouveau, il faut qu'il gagne sa place. Mais Mboula, il la perd aussi. Mais Mboula, en même temps, Mboula est là depuis l'an dernier, même s'il n'a pas vraiment eu sa chance. Juste les bouts de match tout en fin de saison, quand on avait un peu lâché Et très peu joué en réserve. Il n'a pas très peu joué. Il a plus. C'était plutôt illustré en Youth League justement, avec les U19. Mais c'est clair. Mais c'est clairement il y a un manque de concurrence. Il manque quelqu'un qui. Encore une fois, peut-être que la solution viendra de Golovin et qu'à ce moment-là on pourrait imaginer un Golovin à gauche, comme il le faisait parfois en équipe de Russie à la Coupe du Monde, un Ronny Lopez à droite, où là on aurait deux joueurs a priori quand même de haut niveau confirmés. À ce moment-là, moi j'en reviens à la même chose. Si on va dans cette configuration, il nous faut soit un meneur de jeu, soit un milieu défensif. Mais là actuellement, ce Golovin en fait il pourra pas jouer à la fois ailier, meneur et. Non, mais sinon en termes d'équilibre. Et Jardim, il insiste tout le temps sur son équilibre défensif, etc. En termes d'équilibre, on n'y est pas, quoi. On n'y sera pas. Donc, En fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'inconnus et qu'on remet ça dans les mains de Jardim en se disant, il se débrouille toujours à sortir un truc, il va encore réussir. On tire quand même sur la corde. J'espère que ça va pas craquer cette saison et pas la prochaine non plus. Mais... Je pense qu'on va avoir des semaines à venir compliquées. On va vite déchanter avec la Ligue des Champions qui va arriver, je pense. En tout cas, si dans l'état actuel de l'effectif, si ça bouge pas ou s'il n'y a pas d'investissement majeur. On va être alarmiste, il y a quand même un gros point d'interrogation sur Golovin. On ne sait pas ce que ça va donner son adaptation. C'est presque du 50-50. Il va devoir refaire une préparation. Donc, pour la Ligue des Champions, il sera pas opérationnel tout de suite déjà. Ça peut être presque inquiétant si on mise tout sur lui pour se refaire. Ce sera un grand mot, mais pour corriger le tir sur cette saison, quoi. Donc, il y a eu la piste Brahimi qui était évoquée, mais on a du mal à voir ce que. Ouais, c'est ça. C'est que moi, j'ai du mal en ce moment avec les rumeurs. J'ai l'impression qu'on sert souvent un peu de contre-feu, soit pour finaliser les dossiers avec d'autres clubs à côté, soit pour faire monter les enchères. On a sorti une piste Nzonzi dans la journée, il signait à la Roma. Il y a Gonalon à récupérer. J'aime pas les Lyonnais. Il y a Gonalon à récupérer. Tu mets Gonalon à récupérer. Je crois, il me semble qu'il a signé, il va à Séville, il me semble. Justement pour remplacer Nzonzi. Et voilà, il y avait pareil sur Vida, sur Negredo. Je sais pas du tout quel crédit accorder. La rumeur du soir, c'est l'arrière droit du Bayer Leverkusen. Oui, c'est vrai, j'en ai parlé. Je pense que ça va donner. Match à 3 arrière. Et on a déjà fourni. Bon, après Sidibé va peut-être pas rester. Sidibé et Touré, il y a une interrogation sur les deux. Oui. Touré sur le niveau, c'est sûr. Sidibé sur le. Sidibé, c'est pas mal de choses, parce que les mecs qui ont joué tous les matchs de la Coupe du Monde, ils ont recommencé à jouer. Oui, t'as vu ? Lui, ça fait 2 jours qu'il a repris l'entraînement. Voilà. Je sais pas, il y a un truc bizarre quand même. Je sais plus. Je faisais la réflexion à propos de qui justement. C'est Thauvin par exemple. Je crois il avait déjà repris. Mbappé a repris. Après, Sidibé est blessé. Bon, il avait un petit souci au genou. Il est revenu. Il a pris un peu plus. Il s'est jamais complètement revenu. Il a pris plus de vacances que les 3 semaines qui étaient prévues. Il a 3 semaines et demie. Il a joué qu'un match. Il est revenu. Il est reparti à 3 célébrer le titre. Quand il est revenu, la version officielle, c'est qu'ils lui ont vérifié le genou, qu'il n'y a pas de souci. Donc derrière, il s'entraîne que depuis 2 jours. Je ne comprends pas.
Donc là, pareil, il a rien fait pendant un mois, il refait une préparation d'un mois. Lui, on le voit pas avant la fin du mois, fin du mois d'août. Et personne, on se précipite pas visiblement pour l'acheter. De toute façon, déjà, s'il n'y a plus l'Angleterre, que l'Atlético Madrid a déjà recruté à ce poste-là, il ne reste plus vraiment de place pour lui, a priori. Et sinon, Olofinjana n'a toujours pas signé. Et qu'en est-il de Mauro Formica? Il y avait des belles rumeurs sympas. Marconnet. Au niveau pour terminer un petit peu sur les performances individuelles, on va conclure un peu ce débrief. Pas grand chose à dire sur Benaglio, il a fait ses arrêts. Un bon match. Ouais, du match par défaut. Voilà. Non, 0-0. 0-0, match nul, non, mais j'ai vu le penalty, il a loupé, non? Voilà, c'est ça. Bien vu. C'est comme ça, hein. Faut pas toujours gagner. Je suis chaud pour Monaco aussi, pour Paris. Ah, les deux. C'est pas le bon maillot alors. Je serai sûrement champion. Ah, ok. Salut, bonne soirée. Bon, on vient de se faire alpaguer par. Voilà, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Donc, Benaglio, on peut ressortir du match. Pas grand chose à dire sur Jemerson et Glick. Je les ai trouvés bons. Moi. Ils ont fait leur match, ouais. Jemerson, c'est un peu mieux quand même, parce qu'on était un peu inquiet à son sujet. Maintenant, ils ont été bons les deux dans le combat et dans comment dire, dans la gestion des attaquants, des appels des attaquants, parce qu'ils étaient en déficit de vitesse par rapport à certains. Ouais. Et encore une fois, moi je trouve qu'ils n'étaient pas aidés par leurs deux latéraux qui défendaient loin de leurs attaquants. À la sortie de Benaglio, loin de ses cages, très très limite d'ailleurs. L'attaquant joue mal le jeu. Joue mal le piégé par le rebond, je pense. Ouais. Ah non, en deuxième mi-temps, tu veux dire. Ouais, l'attaquant. Il y en a une dans chaque mi-temps. Mais effectivement, on a vu nos défenseurs centraux aux abois sur cette accélération. On le sait qu'en termes de vitesse, ils seront pas au top. La première mi-temps, sur chaque contre, on était en PLS quasiment. Ils n'étaient pas beaucoup plus lents quand on est champion. Ils étaient un peu mieux protégés. Ils étaient mieux protégés devant, ils étaient mieux couverts par leurs latéraux. Même si Au niveau des latéraux, Touré, on en a un petit peu parlé, Barreca aussi, ça reste encore très léger pour l'instant. Pour l'instant, oui. Voilà. Pour l'instant, c'est. Almami, c'est pas vraiment une surprise. À la limite, c'est même moins mauvais, je pense, que ce qu'il nous a montré la saison dernière. C'était quand même pas très bon. Moi, je le trouve vraiment nonchalant, notamment sur les phases offensives où j'ai l'impression que dès qu'il a donné son ballon, son action est terminée, il accompagne un petit peu, il reste dans la zone, mais il n'est pas vraiment concentré, il n'a pas d'intensité. Je repense à une situation de débordement de Grand Cyr en deuxième mi-temps où s'il est un peu attentif, il peut récupérer le ballon. Voilà, c'est pas. J'ai vu un début de complémentarité quand même avec Grand Cyr. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'ils se sont trouvés. Je trouve que. Comme je dis, le Touré répond. Voilà, seconde mi-temps, c'était Grand Cyr. Ouais, c'est ça. Mais Touré répondait bien aux appels de Grand Cyr et c'était. Il y a eu plusieurs ballons qui étaient dans le bon tempo. Voilà, c'est peut-être quelque chose à explorer, je sais pas. En tout cas, plus qu'avec Mboula. Ouais, Grand Cyr est entrée intéressante, mais tu disais Boris pendant le match, un peu peur qu'il soit uniquement, qu'il ait un profil un peu. Ouais, au final, il a fait quasiment qu'un truc. Alors mine de rien, il a pas que du débordement tout droit et du centre, il a aussi parfois réussi à y ajouter un peu de dribble et qui n'était pas toujours raté. Alors plutôt au début, à la fin, ça passait plus vraiment. Il a réussi un petit pont à un moment donné. Enfin, il a quand même quelques qualités. Par contre, effectivement, son style pour l'instant, ça a l'air de. Je pense pas qu'il ait quitté son couloir droit là. Un peu à l'inverse d'Mboula pour le coup. C'est pas beaucoup plus varié. Mais dans ce qu'il a fait, il a plutôt bien fait. C'est plutôt bien maîtrisé. Les centres, il y en avait pas mal qui étaient quand même assez intéressants. Pas tous, mais il y en a une bonne partie qui est intéressante. Il a quand même bien dynamisé la seconde mi-temps. C'était lui le joueur le plus créatif en seconde mi-temps. Juste un dernier mot. Ronny Lopez, pas grand chose à dire. Il a été remplacé. Ronny Lopez, pour moi, c'était le joueur le plus intéressant de la première mi-temps. Voilà, deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint quand même. Oui, moi je le trouve, sur les deux premiers matchs, je le trouve un peu décevant en termes de volume, on va dire. C'est une de ses grosses qualités l'année dernière, c'est qu'il courait beaucoup, il était assez disponible, il demandait beaucoup en profondeur, il défendait beaucoup. Là, je trouve qu'il est un peu en dedans à ce niveau-là. Et voilà, c'est un peu décevant. Et c'est vrai que du coup, le ballon qu'il touche, il les touche un peu arrêté. C'est pas là qu'il est bon, quoi. Ouais. Oui, lui, si le physique est pas au top, c'est compliqué pour lui parce qu'il a pas suffisamment de qualité technique pour jouer un petit peu arrêté.
Et un dernier mot pour finir sur Jovetic, parce que Falcao en a déjà parlé. Jovetic, on s'est beaucoup enflammé quand même sur Jovetic après son match à Nantes, qui était très bon, c'est vrai. Mais bon. Ça, c'est mon chouchou. C'est peut-être le moment de tempérer un peu le joueur que tu adores. Voilà. Je trouve que c'était un des joueurs les plus investis sur le terrain. Ouais, il a raté beaucoup de choses quand même. Il a raté beaucoup, mais il a quand même, en termes de volonté, il a beaucoup demandé le ballon. C'est un de ceux qui s'est montré le plus disponible. Pas difficile parce que les autres on va pas demander en profondeur. Mais il a essayé de créer quelque chose, il a voulu jouer des coups francs rapidement pour essayer d'amener du rythme, ce qui nous a quand même fait défaut sur pas mal de situations où on croyait qu'on pouvait faire un contre et établir quelque chose. Et lui, il a essayé de mettre du rythme, je trouvais qu'il était assez investi. Maintenant, effectivement, en termes d'efficacité, on n'y était pas, de complémentarité avec Falcao sur ce match-là, en tous les cas, on n'y était pas. Mais voilà. C'est vrai que Falcao, quel que soit l'attaquant qui est avec lui, souvent c'est difficile de le trouver quand le porteur du ballon est face au jeu. C'était déjà le cas avec Germain. Falcao, il a besoin d'avoir les ballons, que lui se retrouve. Quand il est dos au jeu, quand Falcao, c'est difficile de combiner avec lui. Il manque, pas auto-physiquement, mais il manque d'explosivité et voilà, il commence à faire son âge à ce niveau-là, en tous les cas. Mais bon, Jovetic, moi je l'ai trouvé jamais bien. Moi aussi. Ouais, mais je partage vraiment au niveau de l'engagement. Et c'est pas forcément l'image qu'on pouvait avoir de lui avant. Il y avait peut-être cette image de joueur un peu dilettante, un peu starlet entre guillemets. Et il est pas du tout comme ça. Quand il voit que ça avance pas, il n'hésite pas à venir chercher, réclamer le ballon et tout, à essayer de chercher des solutions. Par contre, je pense que dans la réalisation technique, c'est un de ses matchs les moins réussis, peut-être depuis qu'il est à l'AS Monaco. Ça me fait un peu chier parce que c'est un des seuls que j'ai vu directement au stade. Ce soir, il n'a pas forcément réussi à faire une différence balle au pied, à créer quelque chose, ce qu'il arrive quasiment toujours à faire. Donc voilà, c'est dommage et j'espère que ça va pas enterrer cette doublette Falcao-Jovetic comme on dit au début. À court terme, j'ai peur aussi, mais je sais pas, intellectuellement j'ai du mal à comprendre pourquoi ça marche pas ou ça marcherait pas. En fait, je me dis si Germain Falcao ça marchait, je vois pas pourquoi Jovetic, qui me semble quand même plus fort et pas forcément moins mobile ou quoi que ce soit qu'un Germain, je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher. Donc j'espère qu'on la reverra. Ça sera peut-être pas dès le prochain match à Bordeaux, peut-être pas le suivant non plus contre l'OM, mais je pense qu'à minimum je pense qu'à minimum on la reverra en cours de match parce que de toute façon quand on sera mené ou quand il faudra qu'on marque, Jardim forcément les ressortira au minimum à ce moment-là. On n'a pas 5000 options non plus. Et oui, en plus si on veut essayer de marquer ou d'inverser la vapeur, comme c'était le cas contre Nantes, ça peut être un des facteurs. Et si on va amener la qualité technique aussi, parce que Jovetic, a priori, si un seul attaquant doit jouer, ça sera Falcao. C'est comme le joueur de statut. Si on veut amener de la qualité technique, Jovetic c'est peut-être celui qui a le plus de finesse technique dans l'effectif. En tous les cas, pour l'instant, celui qui nous l'a le plus montré. Il y a pas mal de joueurs qu'on ne connaît pas, comme Goebbels, Diop, pourquoi pas. Et, en tout cas, dans la combinaison intelligence tactique et technique, c'est un des meilleurs. Donc si on va amener quelque chose, même en intelligence tactique, si on amener quelque chose, Jovetic jouera des matchs, des bouts de match, fera tourner avec Falcao, je sais pas, quand on va passer à 2 matchs par semaine. Mais l'association là elle fonctionne pas pour moi en termes parce que c'est l'animation qui y est pas quoi. Les deux sur les côtés sont trop peu créateurs. C'est quasiment le néant absolu en termes de créativité pour que les attaquants soient alimentés en ballon. Donc quand on joue avec 2 attaquants mais qu'il y en a un des deux qui est obligé de jouer au milieu de terrain, forcément. C'est-à-dire qu'il manque peut-être un Bernardo Silva et un Thomas Lemar. Il manque en tout cas un profil créateur. Beaucoup on pensait que Ronny Lopez était le remplaçant de c'est des joueurs radicalement différents. Donc Mboula et Grand Cyr ne sont pas des créateurs non plus, ce sont des joueurs de percussion. Donc on en revient à Golovi. Voilà, c'est peut-être lui qui nous permettra de jouer avec 2 attaquants. Éventuellement Diop. Ça risque d'être un peu prématuré pour lui. Bon, en tout cas, voilà, ça fait presque 1h, 48 minutes qu'on est là, donc c'est cool. On peut conclure là, je pense. Monaco a déjà perdu 2 points sur le PSG. La lutte pour le titre. Elle a gagné sur Lyon, c'est quand même. On attend de voir l'OM. Il reste encore 36 finales, c'est ce qui compte. Il n'y a pas plus d'ambition, il a toutes perdues. Voilà, donc bon. Merci Boris. Merci Damien. Pour cette émission. Ça fait quand même plaisir de revenir au Louis II, ça fait un petit moment. Ça faisait un petit moment. Pour moi. Non, pas lui. Moi, ça faisait la saison dernière, j'avais pas pu venir. Donc, c'était sympa de revenir.
pas forcément avec le résultat, mais ni le résultat ni le match. Dans ce cas, on se demande presque pourquoi on vient voir du football au stade, pour la passion. Ouais, il faut en avoir une sacrée dose parce que. Mais bon, bah écoute, on va espérer que ça sera mieux. Ça sera mieux à Bordeaux. Prochain petite crise à Bordeaux, peut-être. Petite crise à Bordeaux, Poyet mise à pied. Bon, peut-être ça jouera en notre faveur, on verra bien. Ce sera le prochain match, donc ce sera dimanche à 17h, je crois. Il me semble. Non, je regarde dans le programme du match. Il me semble que c'est dimanche à 17h. Oui. Exact. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, d'ici là, ce sera l'occasion pour nous faire un prochain débrief. Merci Michael. Merci. Un grand merci de nous avoir rejoints. Donc, on rappelle, Michael, ex-ASM Foot, présentateur vedette, donc, qui nous a fait la gentillesse de participer à ce débrief. Et d'ailleurs, si on peut vous montrer rapidement là où nous trouvons. Pas forcément, mais nous sommes sur la digue du port de Monaco. Cet endroit-là, voilà, et cet endroit-là qui compte, c'est là où a eu lieu le débrief de la remontée en Ligue 1 avec ASM Foot, avec Eric Huette. Et de la descente. Et de la descente également. Sans LP. Voilà, donc on vient un peu pour les grands événements. On vient pour les grandes occasions. Ça n'en était pas une ce soir, mais c'est pas grave. De nous avoir suivis sur cette émission. Donc, voilà, on vous rappelle, le prochain rendez-vous, ce sera le débrief de Bordeaux. Le match aura lieu à 17h, donc le débrief dans la foulée. Ils boivent pas. Non, pas encore. Ça ne va pas tarder. Non, pas à l'antenne. Voilà. Parce que sinon, on se ferait épingler par le... Non, la CNIL, non, ils s'en foutent. Ok. Voilà. Voilà. Donc, merci à vous. Et portez-vous bien. Comme dirait notre ami Rome, portez-vous bien. Et Dagemonegu. Et bisous. Et bisous. Ciao, ciao.